station spatiale contacte le capitaine pour les aider à régler leurs problèmes de surpopulation. Et comme il est extrêmement compétent dans le domaine, il demande gentiment de l'aide à Léo 3000 de la chaîne Dirty Biology 3000. Cliquez sur le lien si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, citoyennes et citoyens. Franchement, je suis déjà venu, j'ai déjà râlé. Vous ne pouviez pas prendre cette table et la rapprocher? Qui est cette personne? Alors, je suis... C'est un de mes membres d'équipage, c'est une sommité en matière de surpopulation. Il va pouvoir vous aider. Dites-moi alors. Alors, déjà... La thune d'abord. Vous êtes sûr qu'il fait partie de votre équipage? Hein? Oui, vous savez ce que c'est. On est en famille, on se chamaille. Bon, alors... Voilà, avec tout ça, vous devriez pouvoir régler le problème. Mais ça va prendre combien de temps tout ça? Oh, environ 50 ans. Ah non, et moi j'ai besoin de solutions maintenant. J'ai peut-être d'autres solutions pour vous. Lorsqu'on touche au vaste sujet qu'est la surpopulation, la science-fiction est un terreau extrêmement fertile. Votre phrase était hyper compliquée pour vraiment pas grand-chose. Il a raison, hein, d'autant plus que mon peuple n'a pas besoin de solutions SF, on a besoin de cas concrets. Tais-toi, mec! Tu dis une grosse connerie, parce que la science-fiction, c'est de trouver des pistes de réflexion pour résoudre des problèmes futurs. La science-fiction, ça peut changer le monde, mec. Car qui dit surpopulation dit inévitablement problématiques liées à cet état. Et toute société qui connaîtrait une croissance démographique incessante finirait irrémédiablement par les rencontrer. Grosso modo, ces problématiques sont de l'ordre de deux types. Mais on sait, j'ai juste besoin de savoir comment faire. La première problématique est liée aux interactions entre les individus ou les groupes d'individus. Des interactions qui, dans le cadre d'un monde surpeuplé, amènent inévitablement à un véritable climat de tension sociale. Petite précision, quand je dis monde surpeuplé, je parle pas forcément d'une planète. Ça peut être une station spatiale, ça peut être un astéroïde ou autre, on s'en fout. Mais c'est beaucoup plus simple que de dire référentiel géographique clos. Je te le fais pas dire, ouais. Bref, tout lieu dans lequel la pression démographique devient trop forte par rapport aux infrastructures et aux modèles d'organisation sociétale disponibles se rapproche du chaos. Et s'il y a bien une chose que la SF aime mettre en scène, c'est le chaos. On pourra citer en premier lieu l'univers de Judge Dredd, via d'abord un comics puis deux adaptations ciné, dont une avec Stallone, que je ne peux pas m'empêcher d'aimer malgré le fait qu'elle édulcore le caractère violent du matériau de base. C'est mon enfance, et c'est Stallone. Mais je m'en fous! Il y a également un deuxième film franchement emballant, malgré un budget réduit. Judge Dredd nous emmène au cœur de Mega City One, une conurbation tentaculaire s'étendant sur toute la côte est des États-Unis, dans un monde ravagé par la guerre et la pollution. Avec ses 800 millions d'habitants à son apogée, Mega City One fait figure de cas d'école en termes de surpopulation. Niveau représentation de celle-ci, nous sommes ici dans du grand classique, avec une anarchie urbaine généralisée, un cadre de vie sale, pollué et oppressant. C'est de la pure anti-utopie, en cela que le monde qui nous y est dépeint ne permettra pas à l'ensemble des individus qui y vivent d'atteindre le bonheur. Afin de répondre à son problème de surpopulation, Mega City One a été amené à prendre une décision au niveau politique. La mise en place d'un système judiciaire décentralisé qui permet une plus grande flexibilité et davantage de rapidité dans la prise de décision. Ce système est très simple. Les juges de ville, qui sont des agents d'État, à la fois policiers, juges et bourreaux, statuent sur place de la condamnation, avec évidemment peine de mort inclus. Parce que quand t'as 800 millions d'administrés, t'as pas le temps de faire des procès à rallonge. Bah oui, et en plus, en exécutant directement le condamné ou en le bannissant, ça fait de la place entre les murs. Exactement. Un système de ce type, dans lequel la vie d'un individu peut basculer à tout moment, puisqu'elle n'a que peu de valeur, entraîne inévitablement un climat de tension sociale qui aura des conséquences. Émeutes, criminalité et pauvreté, notamment. Ça me rappelle les expériences de John B. Calhoun. On dit pas Calhoun? Dans les années 60 et 70, il a construit des petites chambres tout confort pour souris de laboratoire. Chaleur, nourriture à volonté, tunnels et terriers de partout, la démographie de la population n'a pas tardé à exploser tellement les souris se plaisaient là-bas. Avec la surpopulation, les souris ont commencé à agir étrangement. Certaines sont devenues violentes, avec des comportements extrêmes comme du cannibalisme, d'autres ont perdu leur capacité à socialiser, ont adopté des comportements sexuels pathologiques, et la mortalité infantile a explosé. Il a appelé ça le puits comportemental, et c'est longtemps resté comme un exemple des comportements pathologiques que la densité de population peut créer. Chez les humains, il existe quelques études qui font des corrélations entre taille de la population et fréquence des crimes,
mais il ne semble pas y avoir de consensus à ce niveau-là. Mais dans la SF, on voit vraiment que la surpopulation a un effet immédiat au niveau sociétal et peut créer des tensions sociales très fortes, notamment du fait de la pression exercée sur chaque individu. Et il y a une œuvre en particulier qui aborde ce sujet sous un angle très intéressant. S'il vous plaît, dépêchez-vous, j'ai besoin d'aide. Dans l'excellent livre Tous à Zanzibar de John Brunner, la surpopulation est telle qu'elle entraîne la disparition de toute sphère privée, un contrôle génétique total du fait de l'augmentation des maladies, une pollution généralisée, etc. Les libertés individuelles étant extrêmement restreintes, les individus sont soumis à une pression très forte qui empêche d'entrevoir toute perspective d'avenir. Il n'y a plus d'espoir, et quand il n'y a plus d'espoir, l'individu pète un plomb. Et dans Tous à Zanzibar, c'est représenté par le concept de l'amok. Ah, c'est super bon ça! L'amok est un plat traditionnel cambodgien à base de lait de coco et de poisson et Non, mauvais amok. C'est très bon, hein, je dis pas, ça n'a rien à voir, mais je parle pas de ça. Mais sur qui je suis tombé? Dans l'univers du livre, chaque individu est susceptible de succomber à l'amok, mot malaisien qui décrit un comportement meurtrier immédiat et subi dans lequel l'individu cherchera à faire le plus de victimes possible avant de se mettre à mort. En gros, n'importe qui peut se mettre en mode berserk à tout moment et buter tout ce qui passe à sa portée. Exactement bis. Les individus sont dans un tel état de désespoir au niveau global que dans le livre, les médias recensent tous les jours des cas d'amok à travers le monde. Un phénomène impossible à prévoir, ni à empêcher. Comme quoi John Brunner, qui a écrit le livre dans les années 60 du XXe siècle, a eu le nez creux. Et je suis sûr que nos spectateurs du XXIe siècle sauront faire le parallèle avec leur propre époque. C'est clair. Et dire qu'il y a des cons qui pensent que la science-fiction c'est juste de l'imaginaire et que ça sert à rien. Oui, bon, ça va. Après, la surpopulation est évidemment source de conflits plus globaux tels que les guerres, notamment pour pouvoir gagner de l'espace. Ah bah ça me rappelle le Lebensraum, l'espace vital des nazis. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec la surpopulation en fait. Par contre, au niveau interne d'un pays, ça peut avoir une influence. 2 chercheurs russes ont récemment montré que des pics de population engendraient des événements de violence nationaux. Ils ont réussi à montrer que tout colle avec la théorie. La population est négativement affectée par l'intensité de guerre, et la guerre est positivement corrélée avec la population. D'ailleurs, les 2 scientifiques qui ont montré ça sont parmi les fondateurs de la cryodynamique, une science qui avait pour objectif de mathématiser l'histoire au XXIe siècle. Ça me rappelle la psychohistoire dans Fondation de Asimov. Tout à fait. Ah, ça, je connais. T'as encore un connard! Mais d'une manière classique, la surpopulation mène à des guerres entre des peuples différents. Dans le livre de Karen Travis, Les guerres Veshar, une espèce alien, les Isenj, face à la surexploitation de leur planète et à leur croissance démographique, n'ont eu d'autre choix que de coloniser la planète voisine, Bezerej. Mais c'était sans compter sur la présence des Veshar sur cette planète. Une autre espèce dont le système de valeurs repose sur un respect total de l'environnement et des autres formes de vie. La présence des Isenj sur Bezerej entraînera une pollution qui exterminera le peuple autochtone, les Bezeri. Il n'en faudra pas moins pour qu'une guerre éclate entre les Veshar et les Isenj. Bon, là je triche un peu, la surpopulation n'est pas le thème principal du livre, et le récit que je viens de vous faire se passe même avant. Mais c'était la bonne occasion pour moi de vous en parler, et je vous conseille de vous jeter dessus, citoyennes et citoyens, c'est vraiment un excellent bouquin. Par contre faites attention, la fin n'a pas été traduite en français. On en arrive donc à la deuxième problématique. Il s'agit du manque de ressources. Au sens large d'ailleurs, puisqu'il peut s'agir à la fois des ressources énergétiques, mais aussi de la production de nourriture. Sur ce sujet-là, ça se passe comment de votre côté? Au niveau ressources énergétiques, ça va. On a l'argent nécessaire pour acheter ce qu'il faut. Mais nos croyances nous imposent de créer nous-mêmes notre nourriture. Et c'est là qu'est le problème. Enfin, si vous rajoutez des handicaps aussi... Le manque de ressources est soit dû à la surconsommation d'une population normale, soit à la consommation normale d'une surpopulation. Et si les ressources énergétiques sont importantes, je me concentrerai ici sur la ressource primordiale, la bouffe. Ce que tout être biologique doit se foutre dans l'estomac afin de pérenniser son existence. Différentes œuvres abordent ce sujet. Les monades urbaines de Robert Silverberg tout d'abord, qui nous présente un monde dans lequel les humains vivent dans d'immenses tours nommées monades. Ces tours peuvent contenir plusieurs millions d'habitants, et grâce au recyclage des déchets et des excréments qui produisent l'énergie, les communautés de chaque tour vivent en autarcie. Il n'y a que la nourriture qui provient de l'extérieur des monades. En effet, les monades étant des constructions verticales, elles n'occupent que 10% de la surface de la Terre, et le reste de l'espace est donc uniquement dédié à la production de nourriture. Nous assistons donc ici à une organisation optimisée de l'espace afin de pouvoir subvenir idéalement aux besoins en nourriture d'une population de 75 milliards d'individus. Et au sein du récit, le système est si efficace que la croissance démographique tient presque la place de dogmes religieux, les familles comptant en moyenne entre 5 et 10 enfants. Ah, c'est marrant, ça me rappelle la citadelle de Kowloon. Mais on dit pas Kowloon! C'est un quartier de la ville de Kowloon, sur Hong Kong, qui a été abandonné par les pouvoirs publics dans les années 50. Les triades ont rapidement récupéré la gestion de l'endroit et le quartier a été contrôlé pendant 30 ans par le syndicat du crime. Pendant les années 60, de nombreux bâtiments de 14 étages ont été créés dans le quartier et il a pris au fur et à mesure sa forme de citadelle qu'elle gardera jusqu'à sa démolition dans les années 90. Docteurs et dentistes sans licence, crimes rampants, lumière fluorescente pour compenser l'absence de lumière du soleil, fabriques clandestines,
Cette cité était un lieu de vie hors norme. Là où ça me fait penser aux monades, c'est que cette zone de non-droit était habitée par un nombre improbable de gens. On pense qu'il y avait entre 30 et 50 000 personnes dans les 3 hectares de la cité, ce qui en a fait pendant son existence le lieu le plus densément peuplé de la Terre. Mais on vient d'une station spatiale. Notre espace est déjà hiérarchisé. J'y viens. Si l'optimisation de l'espace et de la production agricole n'est pas envisageable, il reste une solution très simple. Et c'est Soleil Vert qui nous donne la solution. Dans Soleil Vert, la société est dans un déclin si extrême et la surpopulation telle que les institutions encouragent les individus à mettre fin à leur jour dans ce que l'on appelle des foyers. C'est ce qui arrivera d'ailleurs au personnage de Sol. Son cadavre sera ensuite transporté dans une usine de la société Soylent, afin d'être transformé en Soleil Vert, source de nourriture principale de la population de cet univers. Tout corps biologique représente une source d'énergie, qui en cas de surpopulation mériterait de ne pas être gaspillée. C'est vrai. Un universitaire anglais a calculé combien de calories contenaient les parties du corps humain. Un bras, 1800, une jambe, 7150. En additionnant toutes les parties du corps, on arrive à environ 90-100 000 calories pour l'ensemble d'un humain de 90 kg. C'est assez d'énergie pour tenir environ 40 jours en moyenne, du coup chaque cadavre est un apport non négligeable. Bon, par contre, il faut bien manger équilibré et ne pas oublier de rajouter des légumes et des bonnes boissons pour arroser tout ça. Oui, l'alcool, ça rapproche les peuples, c'est important. Au XXIe siècle, les corps des défunts étant entreposés de différentes manières en fonction des cultures, ce stockage des corps ou des cendres entraîne la perte du potentiel énergétique de ceux-ci pour la société, puisque, grosso modo, ils ne serviront qu'à nourrir les vers ou les bactéries. Alors que les possibilités sont énormes. Le corps peut servir de nourriture, mais aussi d'engrais. Quoi? Carrément. Et d'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait. Mais c'est horrible! En 2015, une campagne de financement participatif a proposé le Urban Death Project, l'implémentation de nouvelles méthodes pour disposer des corps après la mort en les enterrant dans le sol pour qu'ils fertilisent les plantes. La campagne de financement a très bien marché, ils ont remporté 100 000 $ et le principe de l'enterrement vert est une pratique qui est gagnée en popularité au XXIe siècle. Après tout, un corps humain contient près de 10% de nitrate et 1% de phosphore, qui sont les constituants de base des engrais. Ça paraît donc plutôt logique qu'un cadavre puisse fertiliser le sol. Et n'oublions pas la problématique particulière de l'eau. Parce que si les Fremen de Dune nous ont bien appris une chose, c'est que l'eau est primordiale pour la survie de tout groupe. Et la masse d'un corps étant composée d'environ 65% de cet élément, soit environ 40 litres pour un individu de 70 kg, il serait tout de même dommage de se priver de cette ressource. Et puis, consommer les corps, ça vous permet de libérer encore plus de place pour les cultures. Voilà. Et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Vous me parlez que de point de vue SF, moi j'ai besoin de cas concrets. Complètement débile ou quoi? Tu m'as écouté au moins? Ouais, tu l'as écouté au moins? Toutes les solutions sont là. Je te résume. Vous pouvez mettre en place un système totalitaire qui va vous permettre d'écrémer votre population en rendant la moindre infraction passible de bannissement ou de peine de mort. Vous pouvez même institutionnaliser la mort. Je sais pas, par exemple, vous pouvez dire à vos plus vieux administrés que passé un certain âge, c'est fini. Ils doivent laisser la place. Et vos morts, au lieu de les enterrer comme des cons, vous pouvez les bouffer. Tu peux même nourrir le bétail avec. C'est totalement horrible! Mais j'ai jamais dit que ça allait être agréable. Bon, j'imagine que oui. À la bonne heure. Attendez, messieurs. Notre coutume veut que nous buvions un coup de schnapps. C'est ainsi que l'on scelle toute transaction dans notre culture. Et n'oubliez pas la petite Mirabelle. Je ne refuse jamais un verre gratuit. Gloire à Kali. Ouais, c'est ça. Bon, bah ça en fait déjà un de moins. Ouais. Mais quand même, on va prévenir les autres, non? Non, je suis pas payé pour ça. Eh, attends-moi! L'argent, on fait comment? T'as pas compris comment ça va se passer? Tu vas rentrer chez toi et tu vas te chercher un vrai boulot. Parce que de mon temps, on allait à la mine. Sale youtubeur de merde.